Bonjour à tous et merci beaucoup de nous avoir invités pour présenter cette ASBL Constat qui a été fondée en 2009 et qui est composée d'une vingtaine de médecins généralistes et de quelques bénévoles. Nous rédigeons des rapports médicaux circonstanciés pour des personnes qui ont été victimes de torture dans leur pays d'origine et qui demandent l'asile ici en Belgique. Nous n'effectuons pas de suivi thérapeutique de ces personnes. Le travail consiste à établir un degré de compatibilité entre le récit de torture et les séquelles que nous constatons à l'examen physique. Notre rapport va servir comme élément de preuve dans la procédure d'asile. Nos rapports doivent être objectifs, donc on a une position d'expert, sinon ils ne sont pas pris en compte et ils peuvent intervenir à différents stades et même à tous les stades de la procédure d'asile. Je ne vais pas vous la rappeler parce que je suppose que vous la connaissez parfaitement. C'est quoi la torture? Selon la Convention de Genève, c'est un acte par lequel une douleur ou une souffrance aiguë, physique ou mentale, sont intentionnellement infligées à une personne. Il s'agit d'un acte volontaire, programmé. Le bourreau représente toujours une autorité et les buts sont divers: obtenir des informations, terroriser un groupe social, punir une personne, etc. Il y a toujours derrière ça une volonté de destruction et d'atteinte à l'intégrité de la personne. Alors, qui sont nos victimes? Ce sont des opposants politiques ou idéologiques, des minorités ethniques, religieuses ou sociales, des victimes de trafic d'êtres humains, des victimes de mariage forcé ou d'autres types de maltraitance familiale. Notre travail se base sur un manuel qui est le protocole d'Istanbul et qui contient un ensemble de recommandations qui sont reconnues sur le plan international pour l'enquête et la soumission de rapports dans le cadre d'allégations de torture. Ce protocole nous apprend que ces informations à recueillir sont très importantes, mais ce qui est le plus important, c'est la personne qu'on interroge. Et donc, il contient une série de précautions à prendre et de règles à respecter et de notions de psychologie des personnes traumatisées à connaître. C'est fondamental de respecter ce protocole d'Istanbul parce que ce public est extrêmement fragilisé. Maverick va maintenant vous expliquer en quoi consiste, étape par étape, le travail que nous effectuons à Constat, et on va l'illustrer par quelques cas cliniques. Ok. Donc, premièrement, ce qui est le plus important pour nous, c'est que le lieu soit sécurisant quand même pour le patient, parce que c'est quand même des gens qui ont vécu des choses assez difficiles. Donc, du coup, on essaie vraiment d'être vraiment tranquille, qu'il n'y ait pas une secrétaire qui vienne nous déranger, le téléphone qui sonne, pour vraiment ne pas être dérangé, pour que ce soit vraiment le plus confortable pour les patients. Comme vous en doutez, ils vont devoir nous raconter un peu leur histoire, donc il faut vraiment que ce soit le mieux possible pour eux. En général, on bloque un certain laps de temps. Je pense qu'Isabelle et moi, on travaille plus ou moins de la même manière. Moi, perso, c'est une bonne heure, en général, pas plus, sinon c'est un peu lourd. On a des collègues qui bloquent en général 2 heures, 3 heures parfois pour une expertise, enfin, par consultation. Donc on a bien vraiment créé déjà ce lieu sécurisant, mais aussi avoir assez de temps et être disponible pour les patients. Donc on va d'abord expliquer aux patients pourquoi ils viennent nous voir. Il y a quand même beaucoup de réfugiés qui ne comprennent pas trop ce qu'ils font chez nous. Parfois ils confondent, ils pensent qu'ils sont déjà au CGRA. Ou alors ils se méfient aussi de nous, donc c'est assez important. Donc on va vraiment leur expliquer pourquoi on est là, ce qu'on va faire, donc leur expliquer c'est quoi une expertise et pourquoi ça va être utile pour eux. On explique tout ça pour éviter qu'il y ait de nouveau un traumatisme qui se joue durant la consultation. Voilà, on est vraiment libre d'avancer autant au niveau médical que du patient à son rythme. Parfois, voilà, moi c'est en général 1 heure par consultation, mais parfois c'est moins, parfois c'est plus. On s'adapte aussi en fonction de chacun. On peut aussi interrompre à tout moment. Moi, ça n'est pas encore arrivé, mais il y a des collègues qui ont déjà interrompu leur expertise pendant quelques semaines, le temps qu'il y ait des choses qui se décoincent chez les réfugiés. Voilà, donc certains patients aussi sont trop en souffrance pour évoquer certains traumatismes.
Et donc en général, on va essayer d'écrire tout ça dans le rapport pour pouvoir un peu, pour l'étoffer, pour expliquer ce qui s'est passé aussi en consultation par rapport à tout ça. Donc pour illustrer ça, le cas d'Ousmane qui a 17 ans, il est envoyé par son avocate, il vient accompagné de sa psychologue, mais lui ce qui l'intéresse c'est pas du tout de faire l'expertise, ce qui l'intéresse c'est de me rencontrer seul parce que je suis médecin et qu'il a appris que dans notre pays on peut aider les gens à mourir. En fait il veut se suicider, il veut que je l'aide parce qu'il se sent responsable de la disparition de toute sa famille. Et donc on va négocier pendant une bonne heure. Rien à faire, il reste sur ses positions, il veut se donner la mort. Il s'en va, raccompagné par sa psychologue, et comme je suis très inquiète, je contacte le médecin du centre qui est inquiète aussi. Et donc, on va faire pour lui une mise en observation. Il va être hospitalisé dans un hôpital psychiatrique pendant 1 mois et demi, je pense. Et quand il ressort, il a des médicaments, il est traité, il revient me voir et il me dit de nouveau qu'il ne se sent pas du tout capable de raconter ce qu'il a subi. Et donc j'écris quand même un rapport pour son avocate en intégrant des extraits du rapport d'hospitalisation pour dire que je considère que les séquelles qu'il a sont des séquelles qui sont hautement compatibles avec les événements présumés et que toute interview, tout interrogatoire de ce patient peut être pour lui très dangereux. Donc on ne va finalement pas l'interviewer et il sera reconnu sur base de ses rapports médicaux. Donc on va commencer par l'anamnèse. Donc on va vraiment discuter avec le patient, voir s'il est vraiment bien encadré aussi de façon adéquate, s'il a des ressources, que ce soit au niveau médical, psychologique, social et juridique. Quand on estime que c'est pas suffisant, en général on va faire jouer le réseau dont on parlera tout à l'heure, pour vraiment que le réfugié soit vraiment bien accompagné. Et donc ensuite on va aussi passer à l'anamnèse générale, donc plus médicale, où on va essayer de mettre à l'aise les patients pour qu'ils puissent nous raconter leur histoire. Et ensuite, on va essayer de balayer aussi les antécédents médicaux, psychologiques, familiaux, etc. Et voir aussi un peu ce qui s'est passé au pays. Et donc pour illustrer le fait qu'on doit voir si les patients sont bien encadrés, l'exemple de Dimitri qui a 50 ans et qui vit avec sa famille dans un centre d'accueil. Il a été torturé en Russie. Il vient chez un de nos médecins pour faire son expertise et en fait, il évite systématiquement de parler des tortures qu'il a subies. Il n'y a pas moyen d'interroger là-dessus. Il met en avant tout le temps ses problèmes de santé. Il présente des spasmes musculaires. Il a un comportement très bizarre en consultation, comme s'il se sentait vraiment très très mal. Il transpire beaucoup et il a une tension extrêmement élevée. Donc notre médecin est fort inquiet. Et il se dit qu'il vaut mieux arrêter l'expertise ou ne pas la commencer plutôt, et il le réfère à mon assistante et à moi-même pour qu'on investigue un peu ce côté-là des soins à donner. Donc moi j'essaye de contacter le centre d'accueil pour savoir un peu s'ils l'ont examiné, s'ils l'ont traité, etc. C'est très difficile, avant que je puisse avoir le médecin, ça met vraiment longtemps. Et quand j'ai le médecin, elle me dit qu'elle refuse de le recevoir parce qu'il a eu des comportements agressifs. Chez nous, il n'a pas été agressif, mais bon. Alors je lui propose qu'il aille voir le médecin avec une personne de confiance. Son ancienne hébergeuse qui parle sa langue est d'accord de l'accompagner. Son avocate aussi est d'accord de l'accompagner à une consultation médicale. Mais le médecin refuse, et d'ailleurs elle l'a envoyé chez un psychologue, et ce psychologue a dit qu'il ne voulait plus le revoir, qu'il l'a revu une fois, ça suffit, ce monsieur est un simulateur. Donc qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on ne continue pas du tout cette expertise, on le réfère à une autre psychologue, et en même temps, on essaye de le soigner avec les moyens du bord, donc pas le médecin qui fait l'expertise, lui reste en dehors de ça, donc en lui donnant des échantillons, en essayant de lui trouver des spécialistes qui ne demandent pas trop d'argent, vu que normalement, pour que ces soins soient remboursés, ça devrait être demandé par le centre d'accueil et pas par nous, donc c'est pas du tout remboursé, tout ça. Et donc, le temps qu'il puisse voir cette psychologue suffisamment de fois pour qu'elle nous contacte, pour nous dire, voilà, moi j'ai la conviction que ce monsieur a été extrêmement torturé, et il a de gros problèmes psychiatriques, et
c'est à cause de sa culture. Donc dans sa culture, il faut être un homme fort et on ne parle pas de ses problèmes. C'est pour ça qu'il ne voulait pas parler de ses traumatismes, mais maintenant, il est prêt à commencer son expertise. Et donc, il a pu recommencer son expertise. La psychologue nous a fait aussi un beau rapport qu'on a pu annexer au rapport d'expertise. L'avocate nous a demandé de rédiger aussi un certificat pour dire qu'il y avait eu une absence de soins de la part du centre dans lequel il se trouvait. Et donc, elle a porté plainte contre le centre. Elle a eu gain de cause. Et donc maintenant, toute cette famille se trouve dans un ILA. Ils sont soignés d'une façon tout à fait différente par le CPS de la localité dans laquelle ils sont. Et ils attendent l'issue de leur procédure. Donc on va, comme je disais, on va faire l'anamnèse par rapport aux faits traumatisants, donc de l'histoire des réfugiés. Et donc on va essayer d'avoir un récit détaillé. Donc souvent on a déjà aussi de la part des avocats justement un récit qui nous aide en général pas mal pour avoir un peu une idée, parce que c'est pas toujours très, comment dire, c'est parfois aussi compliqué pour eux, c'est pas leur langue maternelle, donc d'expliquer, donc parfois c'est un peu brouillon, et donc d'avoir ce récit au préalable, c'est quand même vachement intéressant pour nous. Ça prend en général beaucoup de temps, moi je trouve que ça prend, pour moi en tout cas, certainement 1h30, 2 heures, le temps de créer aussi une certaine confiance. C'est pas en 1 heure que les gens vont nous raconter des choses qui ont été hyper trash pour eux. Et donc, du coup, j'ai 2 heures pour moi, mais voilà. Ça dépend vraiment de chaque médecin ici à Costa. Comme c'est écrit aussi, donc il y a quand même des tortures aussi où les gens vont pas aborder ça la première fois, notamment tout ce qui est plutôt d'ordre sexuel. Dans certaines cultures, c'est quand même vachement compliqué aussi. Et puis, il y a aussi ces mécanismes de défense qui vont se mettre en place pour essayer d'occulter ou de ne pas raconter finalement un épisode de leur histoire qui va quand même être primordial pour nous, pour notre expertise. En tous les cas, on ne va jamais forcer le patient à raconter quelque chose. Souvent, on peut en parler entre nous, entre médecins après, mais on va mettre d'autres choses en place ou les avoir un peu plus pour essayer d'avoir accès à l'histoire qui est intéressante évidemment pour notre expertise. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le récit général, mais aussi ce qui a mené à des histoires de torture et quelle torture, pour pouvoir faire le parallèle avec l'examen clinique. Donc justement, on va essayer aussi de questionner les conditions de détention, ou alors en tout cas essayer de savoir un peu comment c'était, puisqu'une condition de détention peut être aussi une torture en soi. Par exemple, la privation de nourriture et de boissons, l'étroitesse de la cellule, le manque d'hygiène, l'exposition à des températures extrêmes, l'absence de lumière, etc. Donc tout ça, c'est vraiment très utile aussi pour nous pour pouvoir faire pour pouvoir donner un certain degré de compatibilité, mais ça on en parle après. Ensuite, donc on va essayer d'avoir des informations sur les tortures, donc qui, comment, quel objet, qui ont été utilisés, quelle partie du corps. Voilà, seulement il faut aussi savoir que ce genre d'événement va un peu perturber les gens en termes de temps et d'espace. C'est parfois difficile d'avoir aussi une réponse précise. Tiens, c'était à quel moment cette histoire que vous avez vécue. Donc c'est pas toujours évident pour nous aussi après de rédiger quelque chose. Surtout que voilà, il y a parfois des tortures qui sont réalisées avec les yeux bandés, où les gens sont drogués, sont inconscients, ou tellement traumatisés qu'il y a aussi des phénomènes d'oubli. Il y a aussi parfois des traces qui ne sont pas durables non plus, donc des coups qui ne seront pas marqués au niveau corporel, et aussi évidemment des tortures psychologiques. Ensuite, on va aussi balayer les plaintes physiques, voir aussi s'il y a encore là aujourd'hui des plaintes qui sont liées éventuellement aux tortures qui ont été vécues dans le passé au pays, voir s'il y a de nouveau des soins ici en Belgique qui sont prodigués pour les aider, et en général, si ce n'est pas le cas, comme Isabelle l'a expliqué, on essaye de contacter le centre ou de trouver un médecin qui pourrait prendre en charge. On essaye parfois aussi d'avoir les dossiers médicaux pour pouvoir joindre à l'expertise pour appuyer le document. Et aussi, on investigue les plaintes psychiques, donc on essaye de voir si au niveau du sommeil tout se passe bien, l'appétit, la sociabilité, les activités, etc. On regarde si y a un suivi psychologique. Moi perso, souvent dans les consultations, donc pas la première mais les suivantes,
en début de consultation, je questionne pour savoir si, tiens, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, avec le fait que vous ayez raconté tout ça, est-ce que vous avez fait des cauchemars, enfin, j'essaye de voir si l'expertise peut avoir un impact sur leur quotidien. Et ensuite, on voit aussi s'il y a bien un traitement médicamenteux qui est administré, si c'est nécessaire, évidemment. Et on essaye de rechercher les symptômes qui peuvent entrer dans le cadre du syndrome post-traumatique, puisque c'est quand même très fréquent chez les réfugiés. Donc, il faut aussi savoir que c'est pas parce qu'on vit des tortures qu'on va d'office développer des symptômes psychologiques et qu'on va, voilà. Donc, il y a parfois aussi des gens qui vont vous raconter des trucs, qui nous racontent des trucs, des histoires terribles, mais comme si ils nous racontaient leur course au Deleuze. Et donc, c'est vrai que c'est parfois un peu perturbant, mais voilà, c'est pas parce qu'ils le racontent de cette manière que ça veut dire que ce qu'ils racontent est faux. C'est une façon de nouveau de se protéger, d'être complètement déconnecté des émotions et surtout de ce qu'ils ont vécu. Donc une fois qu'on a vraiment balayé le récit et qu'on ait fait un tour au niveau des plaintes, on va passer à l'examen physique. Donc souvent ce qu'on fait, c'est donc là on va vraiment regarder en fait au niveau corporel les cicatrices, les détailler, les mesurer, etc. pour pouvoir les noter dans notre expertise. Et alors on va demander aux gens de se déshabiller, mais on fait toujours moitié par moitié. Donc d'abord le haut puis le bas, qui soient jamais complètement nus. Il y a des gens qui ne supportent pas par exemple de se voir dans le miroir du cabinet, surtout avec toutes les cicatrices qu'ils ont. Et c'est quand même la partie la plus difficile du travail parce que les gens sont vraiment ils se replient parfois un peu sur eux-mêmes, c'est vraiment pas facile. Mais parfois aussi ça crée quelque chose, je trouve, au moment de l'expertise, de l'examen clinique. Ils sont vraiment plus à l'aise aussi parce qu'ils voient qu'on est vraiment là pour les aider. Parfois certains, c'est aussi à ce moment-là qu'ils vont s'écrouler, qu'ils vont avoir des reviviscences, donc ils vont revivre ce qu'ils ont vécu. Et donc ça aussi, c'est à nous à pouvoir gérer et mettre un stop aussi quand on sent que ça devient un peu compliqué. Et donc oui, l'examen physique est souvent extrêmement chargé émotionnellement et on doit garder aussi bien notre position d'observateur parce qu'on peut en tirer de la façon dont il se comporte lors de l'examen physique, on peut en tirer des choses intéressantes pour le rapport, pour pouvoir compatibiliser le récit. Et donc ici, je voulais vous parler de Ahmed, qui est un jeune chanteur dans son pays de 28 ans et qui a subi vraiment des tortures extrêmement graves et multiples. Alors pendant toute l'anamnèse, on voit qu'il fait un effort pour rester très digne, qu'il se contient, et lors de l'examen, cette impression atteint vraiment son maximum. On sent qu'il est extrêmement ému à l'intérieur, mais qu'il ne le montre pas. Et donc quand j'ai fini de l'examiner, il se met debout dans mon cabinet, il est très imposant, et il commence à chanter très très fort, et très longtemps, tout un chant dans sa langue. On l'entendait dans tous les cabinets. Et donc, c'était vraiment très émouvant. Je pense qu'il s'est, comme ça, déchargé de l'émotion qu'il avait accumulée tout au long de cet examen physique qui avait été si difficile. Donc, comme je disais, par rapport aux cicatrices, il faut qu'on soit le plus précis possible. Donc, on va vraiment mesurer chaque cicatrice au niveau du corps. On va les détailler, donc en termes de la couleur de la cicatrice, la localisation, son emplacement, son aspect. Ensuite, on demande au patient, tiens, cette cicatrice-là, elle est à quelle torture, à quel instrument, par exemple. Et puis, c'est à nous, en fait, de pouvoir compatibiliser en fonction de l'instrument et de ce qu'on peut observer. Alors, il y a des emplacements aussi assez typiques de certaines cicatrices, notamment les menottes, les liens autour des membres, les entailles au niveau de la verge, les morsures sur les seins. Il y a aussi parfois la répétition d'une même lésion c'est assez caractéristique, notamment les brûlures de cigarettes ou les coups de couteau. C'est vraiment des éléments qui vont nous permettre, nous, de pouvoir dire « Ok, là, on est sur quelque chose qui est assez compatible ». Et donc voilà, comme je le disais, pour chaque lésion observée, on va donner un degré de compatibilité. Et c'est essentiel, surtout pour vous, en fait. Donc, un petit rappel, forcément non compatible, c'est-à-dire ne peut pas avoir été causé par le traumatisme mentionné. Si c'est compatible, ça pourrait avoir été causé. Très compatible, ça pourrait avoir été causé par le traumatisme mentionné,
mais peu d'autres causes sont possibles. Les typiques, c'est couramment associé à ce traumatisme, et spécifique, c'est causé que par ce traumatisme-là. Ensuite, on fait aussi un tour des autres systèmes, donc la bouche, les dents, les yeux, oreilles, cardio-pulmonaire, digestif, neurologique, moteur, gynécologique et urologique. C'est vraiment d'essayer d'avoir un truc le plus global possible et le plus précis. Je pense qu'on a noté la dire. Voilà. Et puis on fait aussi une évaluation psychologique qui va se faire dès le départ en fait. Donc vraiment dès les premières minutes de la première consultation, donc par rapport au langage corporel, l'attitude du patient, les expressions faciales, le ton de la voix, les gestes, l'émotivité quand on parle de certaines choses, l'adéquation au nom du comportement, la façon dont il va répondre aux questions, est-ce qu'il est confus, est-ce qu'il y a des pertes de mémoire, des troubles du langage, etc. Et tout ça, on va vraiment le noter dans l'expertise pour pouvoir de nouveau appuyer aussi en fonction de l'histoire. Pour l'évaluation donc, psychologique, on va donner un diagnostic, par exemple de dépression, de syndrome post-traumatique, de défense psychotique, etc. Et donner aussi de nouveau une compatibilité avec les faits décrits. Voilà, comme on l'a déjà dit, les incohérences, c'est pas toujours synonyme de mensonge. J'ai eu le cas la semaine dernière d'une patiente guinéenne qui se réfère pas au même calendrier que nous, donc du coup forcément ça peut parfois être un peu confus en termes de chronologie. Et il peut y avoir aussi des coups sur la tête, des longues malnutritions, des suffocations qui vont vraiment altérer les souvenirs, je dirais, de la patiente. Donc aussi de notre côté, il peut y avoir des transferts, pardon, dans l'autre sens, un transfert de la victime vers nous, qui peut être désagréable, mais dont on essaie en tout cas de prendre le plus de recul possible, et justement Isabelle a un cas par rapport à ça. C'est une histoire un peu amusante de Fatoumata, donc 23 ans, et quand elle vient me voir, elle se comporte de façon vraiment limite agressive, et complètement dissociée de ses émotions. Elle raconte son histoire comme quelque chose d'extrêmement banal. Elle me dit qu'elle a reçu un coup de couteau de la part d'un militaire dans la rate et qu'on a dû lui enlever la rate en urgence. La façon dont elle me raconte son récit ne me paraît pas du tout crédible. Et elle m'apporte des certificats médicaux qui viennent de son pays et qui disent qu'on a dû l'opérer d'urgence pour lui enlever la rate parce qu'elle avait une maladie, une splénomégalie, une maladie de la rate. Ça entre donc en totale contradiction avec ce qu'elle me raconte. Elle ne s'est pas rendue compte que ces certificats lui ont porté préjudice parce que c'est à cause de ces certificats qu'elle n'a pas été reconnue réfugiée. Et donc, je ne sais pas trop quoi faire et je fais appel à notre médiateur culturel qui repère tout de suite que sur le certificat médical qui vient de son pays, l'origine ethnique est différente de l'ethnie de la patiente. Et donc, il me conseille d'appeler ce médecin. J'appelle donc le médecin qui commence d'abord à se fâcher en disant que qu'est-ce que c'est que cette femme qui critique son pays, les militaires ne donnent pas de coups de couteau, etc., etc. Et puis donc je lui dis calmement que j'aimerais bien simplement qu'elle m'envoie son rapport. Et puis silence radio pendant un certain temps, je réessaye, j'envoie des messages et un jour je reçois un SMS. Docteur, il n'y a vraiment pas de papier justificatif qui me permette de vous envoyer un dossier médical, mais par contre pour un arrangement, il faudra payer. Alors on inclut ce SMS dans notre rapport et donc grâce à ça, le rapport du médecin était totalement décrédibilisé, la patiente finalement a été reconnue. Oui, il y a vraiment parfois des patients qui sont dans les premières consultations très fermés comme ça, c'est pas toujours évident d'essayer de créer quelque chose pour qu'ils puissent parler. Et il y a aussi dans l'autre sens, donc le contre-transfert. Donc voilà, on entend quand même des histoires qui sont assez pénibles, des choses auxquelles on pense même pas, je veux dire, tant qu'on commence pas à faire ce boulot-là. C'est pas toujours facile de rester professionnel et aussi de mettre la bonne distance aussi pour pas être trop envahi. Donc en général, on essaye de pas faire trop d'expertise non plus, de pas faire des séances trop longues, c'est pour ça que moi perso je fais que 1 heure. Et souvent entre nous on débriefe beaucoup, on fait aussi des espèces de réunions, mais ça on en parle après. Alors parfois on a besoin d'un interprète, ça j'imagine que vous en doutez, on préfère toujours un professionnel
quelqu'un, qu'un ami, etc. Et on débriefe aussi avec lui parce que c'est parfois aussi compliqué pour l'interprète d'entendre des choses comme ça. Notamment la patiente dont je vous parlais tout à l'heure. L'interprète me disait c'est quand même lourd ce qu'elle raconte. Donc c'est aussi important pour nous de pouvoir encadrer aussi l'interprète puisqu'on ne parle pas non plus de quelqu'un qui est tombé et qui a une éraflure au niveau du genou. Alors ensuite on rédige donc le rapport, on va utiliser le conditionnel puisqu'on n'était pas présent. On va essayer d'utiliser un langage accessible à des gens qui ne sont pas médecins, donc qui ne parlent pas trop en médical. On utilise un cadenas, donc un espèce de un document type, un modèle sur lequel quasi tout le monde en tout cas se base. On en a plusieurs. Hein. Certains médecins préfèrent des canevas plus compliqués, ça dépend vraiment. Chacun fait un peu. Et puis là, on conclut. Hein. Donc, c'est quel type, avec une compatibilité, les précautions éventuelles lors de l'entretien, enfin l'interview, et les consignes éventuelles de soins à donner aux patients qu'on peut éventuellement mettre au centre. Alors, on peut joindre en annexe des rapports médicaux, psychologiques, des photographies par exemple aussi de l'examen clinique. Et on va aussi envoyer tout ça donc, les annexes qui sont envoyées par l'avocat, par d'autres intervenants, ou alors les demandes aussi d'examen qu'on peut faire durant l'expertise. Donc ça, c'est un exemple d'un Canva justement. Donc comme vous voyez, d'abord les données personnelles, et puis le contexte. Donc ça, c'est un exemple. Donc la personne déclare ce qui suit. Et là, on a un petit exemple de rédaction. On a les plaintes subjectives, donc par exemple confusion, s'énerve facilement, cauchemar, etc. L'état psychique lors du constat, donc monsieur un faciès triste, nerveux lors de l'examen physique, voilà, c'est vraiment ce genre d'informations qu'on rajoute. Orientation nécessaire, donc ça c'est un peu, on va référer, donc par exemple si c'était pour un neurologue, pour voir un psychologue et un rhumato. Alors là, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais. Donc ça c'est, en général, donc les cicatrices, on fait ça sous forme de tableau. Donc ça dépend aussi des médecins, mais globalement on fait ça. Donc il y a d'abord la partie du corps, l'aspect et la forme de la cicatrice, les mesures, la situation, donc la localisation. C'est attribué à quel traumatisme par le patient et on note notre degré de compatibilité. Donc ça c'est la même chose. Parfois les examens cliniques parfois durent 1 heure, 1 heure et demie. Et puis une conclusion. Donc, ici, M. X se présente des séquelles cutanées, donc très nombreuses cicatrices, rhumatologiques, donc les lombalgies, les gonalgies, donc des douleurs au niveau du dos et du genou, des séquelles sexuelles, donc douleurs et impuissance relative, et psychologiques, un certain nombre de stress post-traumatique à composante dépressive. Et comme vous le voyez, pour nous, c'était compatible à spécifique d'effet décrit. Et donc ensuite, quand on a rédigé, on revoit le patient, on le relit avec lui. On lui remet une copie pour l'avocat et alors on reste évidemment disponible pendant toute la procédure pour parfois aller revoir, etc., surtout en cas de refus. Ça, c'est un suivi de procédure qui a duré 6 ans, parce qu'il a fallu 6 ans pour que Reza soit enfin reconnu. Et donc, il avait 52 ans au début, il avait été sévèrement torturé, il avait vraiment beaucoup de séquelles. Ses articulations étaient toutes déformées à cause des positions multiples forcées qu'on lui avait fait prendre. J'ai fait mon premier rapport en 2009. En 2010, il est revenu me voir parce qu'il y avait des choses dont il n'avait pas osé me parler. C'était des tortures à caractère sexuel. Et puis, comme il a essuyé plusieurs refus, il est revenu chaque fois me voir pour que j'actualise le rapport en fonction de son état de santé qui ne faisait que se détériorer. Et donc en 2015, il a quand même enfin été reconnu et il a pu faire revenir son épouse qu'il n'avait plus vue depuis 6 ans et il est venu la présenter au cabinet, c'était très chouette. Alors nous travaillons beaucoup en réseau à constat, donc avec des avocats, des juristes, des psychologues, des médecins, des infirmiers, assistants sociaux, tuteurs, hébergeurs, interprètes et encore bien d'autres. Et pour illustrer ça, c'est le cas de Mouktar. Donc ça a été vraiment un travail de réseau qui a duré 1 an et demi.
Il a 42 ans, il est militant de base dans son pays et il a été emprisonné et torturé à plusieurs reprises. Et le rapport de constat, le but c'est d'introduire une nouvelle demande d'asile. On ne l'a pas cru parce qu'on a dit qu'il était inconsistant dans ce qu'il racontait. Alors, il est illettré, il s'exprime mal, il n'a pas beaucoup de vocabulaire, il ne sait même pas me dire le nom des instruments qu'on a utilisés pour le torturer. Il mélange tout et je ne comprends pas grand-chose à son récit. Alors une fois de plus, je fais appel à notre médiateur culturel qui le voit avec moi, parce qu'il parle sa langue, et donc on se rend compte que non seulement Mukhtar est très peu instruit, mais aussi il souffre d'un syndrome de stress post-traumatique extrêmement important, qui l'a paralysé pendant tous ses interviews. Donc je le réfère à un psychologue. Ce psychologue va estimer que l'avocat précédent n'a pas bien fait son travail et va lui trouver une nouvelle avocate. Et c'est donc à 4 qu'on a continué à travailler, le médiateur le préparant à ses interviews, le psy qui continuait à le soigner et qui écrit plusieurs rapports. Moi aussi j'ai écrit plusieurs rapports parce que les refus ont continué. Et donc l'avocate qui s'est occupée de lui, finalement, au bout d'1 an et demi, il a été cru, il a été reconnu. Et au fil du temps, il s'est transformé. C'est vraiment une autre personne aujourd'hui. Quand il parle de quelque chose, c'est tout à fait cohérent, tout à fait clair. Et donc, il a pu retrouver lui aussi son épouse et faire revenir son épouse avec ses 5 enfants. Et il est venu aussi nous les présenter. Alors, à constat, on est débordé de demandes, on est dépassé, et donc on doit souvent refuser ou retarder les expertises. Et donc, on essaie de trouver des solutions. Une des premières solutions, c'est de trouver des nouveaux médecins. Donc, on essaie de trouver des nouveaux médecins et de les former. Un autre objectif, c'est qu'on aimerait que tout généraliste soit capable de rédiger des certificats courts, intégrables dans une consultation de médecine générale, mais suffisamment circonstanciés pour que ça puisse déjà servir. Donc, ce serait, par exemple, pour des patients qui ont des lésions très très caractéristiques et qui ne sont pas trop traumatisés, un court certificat circonstancié pourrait déjà bien faire avancer les choses et on ne devrait pas alors l'envoyer à constat. Et les exercices de constat seraient réservés à des personnes soit extrêmement traumatisées, soit des personnes dont les procédures ont échoué plein de fois et où c'est la dernière chance, c'est d'avoir un rapport de constat. Quelles sont nos attentes vis-à-vis des avocats, des juristes? Donc on a un formulaire de demande qui est disponible sur notre site et qu'il faut remplir le plus complètement possible. Maintenant, on est devenu très strict dans les documents qu'on exige et on demande plusieurs documents. Un récit court. On demande que l'avocat rédige lui-même un récit. Parce qu'avant, certains avocats nous envoyaient des demandes d'expertise, mais ne connaissaient même pas leurs clients, ne connaissaient même pas l'histoire exacte de leurs clients. Et finalement, nous devions passer beaucoup de temps à faire le travail de l'avocat. Donc maintenant, on exige un récit court. Un récit long qui lui alors est fait soit par le patient si c'est possible, ou soit par une personne de confiance, plus détaillé, mais toujours centré sur les faits de torture. Comme ça, on peut déjà bien examiner la demande et voir si elle est adéquate, qu'elle rentre dans nos critères. Un listing des cicatrices, alors ce listing ne doit pas être exhaustif. La plupart du temps, l'avocat va nous dire il a 3-4 cicatrices à tel endroit, et en fait, quand on va l'examiner, on va en découvrir beaucoup plus, mais déjà avec le listing, on peut se faire une idée de l'adéquation aussi de cette demande. S'il s'agit d'une demande multiple, que le patient a déjà eu des refus, quels ont été les motifs de refus? Donc on demande à l'avocat qui nous explique les motifs et qu'est-ce que notre expertise pourrait apporter en plus, pour qu'on ne fasse pas un travail inutile et qu'on sache exactement vers quoi on doit aller. Alors on demande, si possible, de collecter tous les rapports médicaux et psychologiques qui existent déjà, et même parfois s'il y en a qui existent du pays d'origine. Ce qui est très important aussi pour nous, c'est que l'avocat soit facilement contactable, parce que parfois on est bloqué. Donc je pense à des patients qui ne sont pas du tout cohérents, ça peut être utile de pouvoir parler avec l'avocat. Des patients qui ont été victimes de viol, soit qui refusent de nous en parler, on sait qu'ils ont été victimes et ils ne veulent pas en dire plus, c'est un peu embêtant par rapport au rapport, ou soit ils veulent bien nous raconter mais ils ne veulent pas qu'on l'écrive dans le rapport, ça peut être utile de parler de ça à l'avocat,
Ou alors le patient qui est vraiment non crédible. Ça n'arrive pas souvent. En général, les patients sont très bien triés par les personnes qui nous les envoient. Mais quand un patient n'est pas crédible, c'est important qu'on puisse appeler l'avocat et dire voilà, là, moi je ne trouve rien, je ne peux pas proposer grand-chose pour aider cette personne. Comment nous fonctionnons? On reçoit les demandes par mail, on les examine en examinant tous les documents. Alors il ne faut pas attendre qu'on réponde tout de suite, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'à constat, on est en grande partie, c'est-à-dire à 2/3, on est bénévole, on a des subsides, mais qui ne couvrent pas tout, et que la plupart d'entre nous sont des médecins généralistes à plein temps, on a notre boulot sur le côté, et donc on ne fait pas le constat tout le temps, toutes les semaines. Et donc voilà, il faut avoir un peu de patience, mais on finit toujours par répondre. Parfois, et même souvent, on peut dire qu'on ne va pas vous aider, parce que pour le moment, on n'a pas de médecin disponible. On vous demande de chercher une autre solution, mais si vous n'en trouvez vraiment pas, recontactez-nous plusieurs mois après. Parfois, à ce moment-là, des places se libèrent. Nous ne faisons plus de liste d'attente comme on faisait avant, parce qu'elle était devenue tellement énorme qu'on préfère bloquer plus vite dès qu'on n'a pas de médecin disponible. Et alors aussi, si vous connaissez des médecins intéressés, n'hésitez pas à nous les envoyer. On les forme. Donc ils ont une formation théorique, un peu comme ici, mais plus médicale, puis une formation pratique. Ils peuvent assister à autant d'expertises qu'ils veulent avant de se lancer. On les suit aussi à distance quand ils commencent leurs expertises tout seuls. Et on organise aussi des réunions 4 fois par an pour tous nos médecins. Donc il y a 2 réunions d'intervision avec un psychologue où on va présenter les situations qui ont été difficiles pour nous psychologiquement. Et puis 2 fois par an, c'est des réunions à thème où on invite des avocats ou des médecins spécialistes pour nous aider dans notre travail. Alors je vous ai dit que c'était, et Maverick aussi, que c'était très difficile, et donc je voudrais quand même terminer sur une note positive, c'est que quand même, d'après le retour que nous avons des patients, si l'examen était mené avec toutes les précautions requises, le travail d'expertise est quasi toujours en lui-même thérapeutique, parce que les personnes nous disent qu'elles se sont senties reconnues dans les choses les pires qu'elles ont vécues et qu'elles ont pu commencer à retrouver une certaine dignité et que ça peut servir de base pour elles à une reconstruction. Voilà. Maintenant, si vous avez des questions. Moi j'ai une question en fait. On entend là? Non. Et là? Bonjour. Déjà, bravo et merci pour ce que vous faites parce que c'est vraiment impressionnant comme travail ce que vous faites. Et en fait, je me demandais juste à peu près combien de médecins ça représentait votre LDL, combien vous étiez, quelle structure ça représentait. Pour le moment, on est plus de 20 et répartis un peu dans tout le pays. On a un médecin à Liège, on en a dans les Ardennes, dans la région de Charleroi. Oui. Voilà. Mais essentiellement, c'est social pour lui. On aimerait bien que les médecins qui sont en province puissent développer des petites antennes aussi, où ils organisent aussi des formations, etc. Mais bon, tout ça, ça demande beaucoup d'énergie. Et alors la pandémie, ça ne nous a pas aidé, évidemment, parce qu'on a été tellement pris par autre chose que difficile de continuer le travail de constat. Je me demandais à quelle fréquence les demandes d'asile qui étaient appuyées par un bon rapport étaient acceptées. Étaient acceptées ou pas enfin, à quel point ça D'abord, il y a une très grande différence entre le côté néerlandophone et le côté francophone. Je pense que c'est de 1 sur 10, la différence. J'ai pas vraiment de statistiques. On est en train d'en faire, en fait. On a créé un fichier statistique, mais il y en a quand même pas mal. Il y a des bons retours de la part des avocats et
on suit ça. Hein. Nous, on suit en fait les procédures. On redemande aux avocats des nouvelles tous les 6 à 9 mois. On redemande des nouvelles de nos expertises pour savoir où ça en est. Et donc, on se rend compte quand même que ça marche pas mal, que ça sert. Et du coup, j'ai une question ici. Je me demandais combien de dossiers votre ASBL prenait en charge, par exemple, par an. Ça représente combien de dossiers? Je crois que ça tourne à environ 80, maximum 100. Ça dépend des années, mais ça doit être quelque chose comme ça. On va dire 80. Et par rapport à au nombre de demandes qui sont... Il y a un pourcentage? Je les compte même plus. Non. Je les compte même plus parce que c'est tout le temps. Et alors, à un certain moment, les gens sont au courant qu'on est fermé, donc ils n'en voient plus. Puis dès qu'ils savent qu'on est réouvert, parfois j'ai 5 mails par jour, auxquels je dois dire non, c'est vraiment dur hein, de faire ça, mais c'est plutôt comme on fait autrement. Parce qu'on avait un médecin, il y a des médecins qui en font 1 à 2 par an aussi. Donc, de cette façon. Moi, je sais pas, j'en fais l'année passée, je crois que j'en ai fait 30, et c'est vraiment énorme. Pour cette année, ça sera moins. Donc, parce que souvent on fait ça un créneau par semaine. En général, il faut 3 à 4 consultations d'1 heure, c'est déjà un mois finalement. Et ça fait le temps de rédiger, donc c'est vrai que ça passe vite. Hein. Ouais. On avait essayé de lancer une formule avec des expertises courtes, en espérant que ça allait augmenter les possibilités. On est revenu un petit peu en arrière, donc, parce qu'on a eu des gens qui se sont écroulés, parce que ça allait trop vite. Et donc on s'est dit qu'on préférait quand même le système un peu plus long. Donc on va plus vite qu'avant, c'est vrai, avec ce Canva, avec tous les documents qu'on reçoit, ça nous permet d'aller plus vite. Mais malgré tout, on prend notre temps. Je me demandais juste comment vous faisiez si... Enfin, vous avez dit que donc, vous examiniez la compatibilité avec donc, le récit et les lésions corporelles, et qu'après, vous revoyez avec la personne le canal, le récit. Mais si ce n'est pas compatible, comment... est-ce que vous avez parfois des réactions agressives de la personne qui est frustrée, ou comment vous gérez ça? Généralement, si c'est pas compatible, on va pas faire de rapport. Okay. On va téléphoner à l'avocat, on va dire qu'on ne peut rien faire. On va dire au patient, voilà, écoute, moi je ne crois pas à ton histoire, tu devrais essayer de t'en sortir autrement, je ne peux rien faire pour toi, je suis désolée. Est-ce que les autorités d'asile ont déjà mis en cause votre propre crédibilité, votre impartialité? L'impartialité, non. Ce qui commence à dire, pour le moment, c'est qu'on n'était pas présent, et que donc, oui, tout ce qu'on dit, c'est vrai, il a des lésions, etc. Ils ne mettent pas ça en doute, il est traumatisé, mais on n'était pas présent, et donc on ne peut pas être sûr que c'est ça qui s'est passé. Donc ça, maintenant, c'est un peu une nouvelle mode. Mais je pense qu'on est quand même assez bien vu, notamment dans la partie francophone. On était assez bien vu ces dernières années. On était pas en Bonjour. Je me demandais est-ce que les autorités font des contre-expertises ou pas du tout? Non, pour le moment, non. En tout cas, ils n'ont pas de contre-expert. D'accord. Et j'ai une autre petite question. Est-ce que vous connaissez d'autres ASBL qui travaillent comme vous? Est-ce que ça existe à Bruxelles, en Belgique ou pas du tout? Il y a juste Exil. Et donc, à Exil, d'ailleurs, on collabore beaucoup avec le médecin d'Exil qui fait des expertises. Et donc, elle ne fait des expertises que pour les personnes qui sont suivies chez eux, à Exil. Donc, quand quelqu'un est suivi à Exil, c'est le docteur Feusté qui fera l'expertise, mais elle ne le fait pas pour les autres patients. Et sinon, il y a des médecins isolés qui font des beaux certificats circonstanciés.
Moi, j'aimerais bien un peu plus collaborer avec eux, mais c'est vrai que le Covid a tout retardé. On avait rencontré notamment des médecins à la clinique. Donc je sais qu'il y en a, je sais qu'il y a des avocats qui en connaissent. Et voilà, mais vraiment une association qui fasse ça, non, ça y a pas. Ok, merci. J'ai une autre question du coup. Je me demandais, est-ce que vous avez une manière de choisir les dossiers que vous traitez ou c'est complètement premier arrivé, premier servi, on va dire comme ça? Oui, c'est moi qui fais le tri dans les demandes. Donc, par exemple, si j'ai un patient qui vient de Liège, je sais que le médecin de Liège est libre, je vais lui envoyer ce patient-là, même s'il est arrivé un peu après. Quelqu'un qui va demander que ce ne soit pas un homme ou que ce ne soit pas une femme. Si j'ai par exemple un médecin qui a eu plusieurs fois la même situation, donc la femme guinéenne, maltraitance familiale 3 fois, ben, je vais lui donner quelqu'un d'autre pour un peu varier, pas toujours, enfin, voilà, des choses comme ça. Des médecins, je sais qu'ils vont avoir plus facile avec des gens extrêmement torturés et traumatisés. Donc là, je vais envoyer à des médecins plus expérimentés. Quand je lis les documents, voilà, c'est un peu comme ça que je choisis. Et donc vous acceptez tous les dossiers et après vous choisissez à quel médecin vous répartissez, c'est ça? Ben, je vois l'ordre des mails, mais là je vois aussi en fonction des médecins, je vais plutôt envoyer celui-là. Mais souvent maintenant il faut refuser. On fait plus de refus que d'acceptation. Merci. Est-ce que vous avez une liste de médecins qui peuvent faire, ou de gynécologues qui acceptent de faire facilement des constats de mutilation Et qui s'y connaissent en constat de mutilation. Chez qui vous référez sans nécessairement faire le rapport complet. Mais on est 2-3 à le faire, à constat, des certificats de mutilation. Oui, de mutilation génitale féminine. Oui, on fait ça aussi dans le cadre de la médecine générale, hein, purement le certificat. Ok, parce que ça peut être alors fait plus vite. Mais alors, sinon, il y a aussi des médecins de CEMAVI, du GAMS, qui font des beaux certificats. Hein. Ou chez vous en médecine générale. Oui, ou pendant l'expertise, ça peut arriver que l'avocat demande qu'on vérifie. Et donc, alors, on examine. Oui, mais pour un demandeur d'asile qui aurait besoin d'une preuve d'existence. Ah non, là non, ça n'entre pas dans le constat. Il faut qu'il vous référez. Oui. Alors là, à CEMAVI ou à d'autres médecins. Ou bien c'est nous qui allons le prendre en médecine générale. En médecine générale. Ils ont une liste, au GAMS des médecins. Oui, mais apparemment, c'est pas facile nécessairement de les avoir quand on les compte. Ah oui. Je sais pas. Est-ce qu'en cours de route, ils peuvent changer de médecin si maintenant, par exemple, pour les mutilations génitales, est-ce que si maintenant on leur attribue un homme et qu'elles veulent changer de médecin, on peut changer au cours de la procédure? Ben écoute, je pense que c'est jamais arrivé. Non. Par contre, un médecin qui s'en sort pas demande à un autre médecin de venir l'accompagner en consultation. Ça oui, ça peut arriver. Alors on fait une ou deux consultations ensemble et puis on continue. Mais non. Oui, souvent les femmes, je trouve qu'elles t'ont déjà raconté tellement de trucs par rapport à ce qu'elles ont vécu au niveau de torture que finalement l'aspect plus génital ne va plus trop les déranger. C'est la sensation que j'ai moi. Je me demandais ce qui avait été à l'initiative de la création de constat avant 2009. On travaillait pour le centre Exil, et donc ça s'appelait à l'époque le Medical Examination Group, et on a décidé de devenir indépendant du centre Exil et de créer notre ASBL parce qu'on avait l'impression qu'on pourrait mieux travailler comme ça. Et voilà.
est-ce que parfois vous, je sais pas trop comment expliquer, mais est-ce que parfois vous suggérez, quand vous voyez qu'un patient vous ment ou vous cache des choses, j'imagine que vous, vu que vous êtes médecin, vous devez, et que vous voyez des patients comme ça très souvent, vous devez peut-être reconnaître des cicatrices, leur origine, tout ça. Vous voyez que la personne vous dit quelque chose de contraire. Comment vous faites pour respecter le fait qu'elle ne veut pas parler, mais qu'en même temps vous avez des pistes, des suggestions? Je sais pas si c'est très clair. En gros, si tu t'examines et que tu vois que ça ne correspond pas à ce Ouais. qu'elle te raconte, donc elle te pose la question, tiens, si. Est-ce que vous respectez juste Le fait qu'il ne veut pas t'en bêtement parler. Moi, j'insiste, je vais insister Ouais. plusieurs fois, je veux dire non. Et c'est là qu'on va faire jouer le réseau aussi. Oui. L'avocat, le médiateur culturel. Et donc vous essayez de tirer les verres du nez de... Non. Mais après, les gens comprennent, au bout d'un moment, ils comprennent aussi que c'est dans leur intérêt aussi. Qu'on n'est pas. C'est pas nous qui allons donner une décision. Non. Donc on ne va pas les enfoncer, mais on ne va pas écrire des choses fausses. Ouais. Donc on discute avec eux, mais ça n'arrive pas souvent. Hein. Moi, ça m'est jamais arrivé pour l'instant. Ça, c'est une chose difficile, c'est que les gens, ils ont été tellement torturés. Par exemple, ils ont été battus par plusieurs personnes à la fois qui avaient des instruments différents. Et le CGRA demande qu'on dise pour chaque lésion qu'est-ce que c'est. Mais les gens nous disent, mais on ne se souvient plus, parce que ça pleuvait le coup et on ne sait pas exactement. Donc ça c'est difficile. Alors on essaye quand même de... Parce que si tu mets que c'est compatible avec des séquelles de coups avec plusieurs instruments différents, ça ne va pas passer. Donc il faut effectivement creuser. Parfois la personne alors recommence à se souvenir. C'est délicat. Et dès qu'on sent qu'il pourrait y avoir un écoulement, on arrête. Parce que c'est déjà arrivé, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Une fois, on a dû appeler le SAMU. Parce qu'il y a un monsieur qui a eu vraiment un malaise. Alors qu'il s'était contenu pendant toute la partie de l'anamnèse. Et c'était à la fin de l'examen physique, je pense que c'était quand le médecin lui relisait le rapport. Le patient s'était en crise convulsive et ça a été difficile, quoi. Enfin bon, ça n'arrive pas toujours. Eh ben, merci beaucoup. Vraiment merci à tous pour votre participation. Et merci.